Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un projet qui fait rêver, tellement ambitieux, tellement coûteux qu'il fait aussi douter. Environ 900 milliards de francs CFA pour réaliser l'asphaltage de 9 grandes villes du Bénin. À quoi ressemblera le Bénin au terme des travaux et quels seront les impacts sur le quotidien des Béninois? Le décryptage du jour s'en occupe. En dossier de la semaine, nous parlerons du Hajj. Cette année, plus de 3000 pèlerins s'envolent encore pour la Mecque. Au-delà de la prière, quelles sont les implications économiques de ce déplacement vers la terre sainte de l'islam? Un membre du comité d'organisation sera sur ce plateau pour tout nous dire. Mais avant lui, vous auriez suivi la revue de presse économique de la semaine et le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. La natte traditionnelle est fabriquée localement dans nos sociétés. Elle revêt un caractère culturel et cultuel. En dehors d'en avoir une vague idée, on peut se poser des questions sur la matière première, les outils ou même le processus de fabrication de la natte traditionnelle. Ce reportage que vous allez suivre vous donne beaucoup plus de détails. C'est une réalisation de Bernardin Soglonou et de Lazare Migan, présentée par Marcel Arrossi. Les nattes traditionnelles, encore appelées Zan en fond, Ani en Yoruba et Tengere en Dindi, sont utilisées dans nos maisons et dans certains lieux de culte pour plusieurs usages. Pour fabriquer la machine, nous prenons le bois, le clou et le fil. Le jonc et le colorant sont les autres matières. Les premiers fils sont au nombre de 4. Les deux autres sont disposés de chaque côté. Ensuite, nous prenons chaque fil pour l'attacher au jonc suivant l'ordre. Les derniers fils sont rattachés et tournés de manière à serrer notre natte de bas vers le haut, ainsi de suite. Dans un lot de jonc, on peut trouver 12 à 14 grandes nattes et de 16 à 18 pour les moyennes. Les bas-fonds sont des principales sources d'approvisionnement où l'on trouve la matière première pour confectionner une natte. Les prix varient de 600 à 1500 francs CFA selon leur variété et leur coloration qui ne laisse personne indifférente. Ce sont les hommes qui rentrent dedans et arrangent ça. Et vont sécher ça très bien. Très bien. La femme ne rentre pas. On a bien guamé. Tu mets de l'eau sur le feu pour colorer. Tu chauffes l'eau. Ça doit bouillir. Les deux coquins, ça va jusqu'à ce milieu-là, à ce moment-là, il ne rate plus de microbes. Il y a le pied, il y a la queque. Voilà le pied, voilà la queque. Tu dois aligner ça correctement. Donc, ça va rester là et se sécher d'abord. Ni coco, ils n'ont pas besoin de très bien, maintenant, comment on a des paix. Maintenant tu amènes, on a quelques colis par colis, on a l'habitude de vendre colis par colis. C'est au bout d'une longue peine de travail qu'elles parviennent à satisfaire leurs clients. En travaillant, on a du mal à se lever pour chercher quelque chose à mettre sous la dent et c'est ce qui fait qu'on maigrit. Ce travail donne les maux de hanche et on a souvent mal aux yeux. Mais malgré les difficultés rencontrées pour fabriquer des nattes, cette activité leur permet, vaille que vaille, d'engranger des bénéfices. Ils sont indispensables à l'équilibre alimentaire, mais leur abus peut nuire à la santé. Il s'agit du sel et du sucre, deux substances alimentaires souvent utilisées en cuisine pour relever le goût des repas. Les consommer, c'est bon. Y aller avec modération, c'est encore mieux. Fallon Asilo, Rodrigue Blondoumé. Il y a certains clients qui aiment le sel, d'autres qui n'aiment pas le sel, et d'autres clients qui aiment du sucre, et d'autres qui n'aiment pas du sucre. Le sucre, substance de saveur douce, très importante pour l'organisme humain. Mais sa consommation abusive pourrait également nuire à la santé. Il a un composé essentiel qu'on le dégrade, qu'on appelle le glucose. De la même manière que l'essence est importante pour une voiture, c'est de cette même manière le glucose
est comme le carburant de l'organisme. Donc, une trop grande quantité de sucre dans le sang, de temps en temps, n'est pas grave. Mais de manière chronique, répétée, va entraîner une insensibilité des cellules à l'insuline. Et on a ce qu'on appelle une hyperglycémie et provoquer ce qu'on appelle un diabète de type 2. Comment échapper alors au danger tout en le consommant? Nous avons ce qu'on appelle des sucres rapides et des sucres lents. Le matin, on peut prendre des sucres rapides. Vers midi, on peut prendre des sucres lents. Il vaut mieux prendre des aliments qui ne contiennent pas de sucre ajouté. Il vaut mieux privilégier aussi les jus naturels au lieu des boissons sucrées et gazeuses. Et c'est pareil pour le sel, substance qu'on retrouve presque toujours dans nos aliments. L'importance du sel, c'est principalement l'importance du sodium dans le corps. Le sodium est principalement utilisé dans le corps pour la transmission du message nerveux par une décomposition de la paroi des membranes par rapport à la concentration en sodium. Deuxièmement, le sodium permet de maintenir un certain niveau de concentration d'eau dans les cellules. Vous comprendrez alors que quand on prend trop de sel, l'organisme est obligé de se gorger d'eau, là où se trouve ce sel. Nous prenons trop de sel, il passe dans le sang, alors les artères dans lesquelles ce sel va se contenir vont se gonfler, et en se gonflant, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Une hyperpression au niveau de ces parois-là. C'est le début de l'hypertension artérielle. Il faut déjà éviter d'aller manger dehors parce que la plupart des fast-foods contiennent beaucoup de sel. Il faut également diminuer le sel ajouté à table. Il faut mieux utiliser le sel iodé afin de garder une meilleure santé. Les spécialistes de la nutrition ne vont pas trop réfléchir pour trouver le moyen d'éviter le danger lié à ces substances. Parce que la solution, elle est très simple. Pas trop sucré, pas trop salé. Miss Littérature, un tremplin pour redonner le goût de la lecture aux jeunes femmes. Une initiative de Carmen Toudonou, journaliste écrivaine qui veut célébrer la beauté intellectuelle. L'identité de la Miss édition 2018 a été dévoilée au public à l'issue d'une compétition. Anthony Alaka, Herman Rodrigue Amengan. Une couronne sagement posée, juste à l'arrière de leur siège. Mais un exercice intellectuel est impératif pour la décrocher. 10 candidates, dont une seule sera ambassadrice de la littérature. Un domaine de plus en plus orphelin, du fait du désintérêt de la couche juvénile. Nous ne donnons pas toujours les livres aux enfants, nous ne donnons pas toujours les livres aux jeunes. Et nous nous sommes dit donc un tel concours pourrait démontrer déjà que le fait qu'une jeune fille aime la lecture n'est pas du tout ringard, c'est plutôt une attitude positive pour inverser la tendance et amener le maximum de personnes à mieux s'intéresser à la littérature. Remonter la pente, il le faut. Celles-ci, triées sur le volet, ont brillé par leur intérêt pour le fait littéraire et se sont retrouvées en finale de Miss Littérature. Sous les jeux de lumière, elles ont été secouées. Éternellement, je me souviendrai de chacun des pas qui m'ont mené ici. Je mets à l'honneur Dame Carmen Toudonou, écrivaine béninoise, aussi belle que son initiative et sa plume. C'est une œuvre riche de réalité du Bénin et qui montre la maîtrise de son pays par l'écrivain. Leur culture livresque est passée au peigne fin. Selon vous, quel est le nom de la première femme béninoise dont l'œuvre a été inscrite au programme scolaire? La finesse de leurs plumes est mise à l'épreuve. Nous voudrions vous demander de nous rédiger un paragraphe qui traite d'une œuvre littéraire africaine, d'une œuvre d'une femme africaine. Une succession d'étapes qui a vu se décider le triomphe de Mariette Nkonou, jeune étudiante de 21 ans. Je suis une accro de la lecture. Je suis en lettres modernes, donc je n'ai pas un griffe le choix. Je suis toujours dans les livres. Quand j'ai participé, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me préparer comme il le faut. Mais mes lectures antérieures, mes connaissances antérieures m'ont été d'une grande aide. Miss Littérature, plus que la beauté, c'est l'intellect qui est célébré.
l'amour pour le livre qui est inoculé, l'art des belles lettres qui est mis en valeur. Cette initiative permet de mettre en exergue la beauté intellectuelle. Au lieu de célébrer uniquement la beauté physique, il est important qu'on célèbre également la beauté intelligente. Après avoir conquis la jeunesse féminine béninoise, Miss Littérature va s'expatrier. En clair, l'intelligentsia juvénile béninoise va se mesurer à celle de la sous-région pour l'édition 2019. De la littérature, on passe cette fois à la mode. Un défilé de mode hors du commun s'est tenu à Cotonou sur la scène. Mannequins dits normaux et mannequins handicapés. Le concept levait la forme de stigmatisation qui tend à faire penser que les personnes en situation de handicap ne peuvent agir comme tout le monde dans la société. Le leitmotiv, la différence est dans l'œil qui regarde. Alors, regardons. Oui, merci. Tu vois? Et si la mode pouvait faire évoluer les mentalités? C'est la conviction de ce jeune homme, Stéphane Fulbert Baguidi, qui met en valeur la différence en faisant défiler sur un même podium mannequins en situation de handicap et mannequins en situation dite normale. Et l'objectif que nous poursuivons en initiant ce projet à travers ce magazine, en fait, c'est de contribuer à lever cette forme de stigmatisation-là qui tend à faire penser que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de faire comme ce que tout le monde peut faire dans la société. Dans un contexte où l'insertion socio-professionnelle de ces personnes n'est pas aussi facile, la volonté a été le premier et grand moyen. Si nous sommes aujourd'hui en train de faire cette cérémonie de lancement, là, c'est beaucoup plus à cause de la volonté. C'est parce que nous avons beaucoup de volonté, sinon les moyens, nous n'en avons pas. Je demande donc à tous ceux-là qui nous suivent, qui ont la capacité, qui ont la possibilité, qu'ils soient des personnes morales, qu'ils soient des personnes physiques, ou qu'ils soient même étatiques ou non, de nous accompagner. Ils veulent faire changer les mentalités et jouir des mêmes droits que le commun des mortels. Ça permettrait aux autres personnes qui pensent que parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas bien s'habiller ou on ne peut pas faire une bonne association de couleurs, de comprendre que la mode, c'est pour tout le monde et que le beau, ça se sent, ça se vit, ça ne se voit pas forcément. Nous faisons partie aussi de la population. Sans différence, un projet pour supprimer toute forme de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Elles ont la foi d'être des personnes à part entière et non des personnes entièrement à part. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain. Merci à vous Estelle pour ce mini-journal bien présenté. À présent, la revue de presse réalisée par Patrick Adjaboudjou. Inconditionnel téléspectateur de Bénin Business 24. Votre fidélité à la revue de presse sur l'émission Wikeko nous motive à toujours vous informer. Recensement national de l'agriculture, les organes de gestion et les membres officiellement installés. Dans sa parution du lundi dernier, l'économiste nous apprend que le recensement national de l'agriculture est une opération qui consiste à collecter, traiter et diffuser des données quantitatives et qualitatives sur le secteur agricole. Le quotidien du service public, La Nation, a relayé également l'information et précise que les membres de l'opération sont officiellement installés. Ce recensement est en effet un instantané précis des caractéristiques de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture au Bénin. Il vise à remédier aux nombreuses insuffisances dont l'absence d'informations fiables et actualisées sur le secteur de l'agriculture. Autre information, sachez que la production de la farine de manioc est en hausse dans la commune de Tukuntounan. L'économiste nous apprend que dans le marché central de cette localité, le gari existe en qualité et en quantité. Le quotidien poursuit et fait savoir que les jeunes de cette localité sont de plus en plus motivés
à se lancer dans la production du gari. Ainsi, l'économie locale se porte de mieux en mieux à tout contournant, surtout avec la diversification des produits agricoles. Parlons cette fois-ci du commerce entre le Bénin et le Nigeria. Corporate, c'est le nom du magazine qui fera désormais la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays voisins. Le document a été lancé vendredi dernier au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La vision de la CCIB est de créer un axe de coopération commerciale solide qui permet de donner un souffle aux opérateurs économiques entre le Bénin et le Nigeria à travers un cadre institutionnel et stratégique plus élaboré qui implique un engagement constant et durable des deux parties. L'autre actualité qui a retenu notre attention est celle qui restera gravée dans les annales de l'histoire du sport au Bénin. Championnat d'Afrique d'athlétisme, édition 2018. Odile Arouanwanou décroche l'or historique pour le Bénin. Une première médaille d'or pour le Bénin en athlétisme devant de grandes nations africaines. Odile Arouanwanou a fait montre de ses talents avec un grand satisfecit. Et voilà, c'était là la revue de presse économique de la semaine. Merci donc pour cette réalisation, Patrick Adjagodjou. Et dans un instant, nous allons ouvrir le plateau du décryptage justement pour parler de ce grand projet d'asphaltage du Bénin. C'est tout de suite. Et ils sont là, les confrères. J'ai le plaisir de vous présenter à nouveau Moïse Dossoumo. Bonjour. Bonjour, Rock. Très bien. Tout va bien. Ok. William Apollinaire Tchoki, bonjour. Bonjour, Rock. Oui, le plateau de décryptage vous a manqué pendant quelques temps. Pourquoi pas, oui. Merci de signaler votre retour. Et je reste en même temps avec vous pour vous demander, vous savez, l'asphaltage, c'est l'un des plus grands projets du programme d'action du gouvernement qui vient d'être lancé. Dites-nous, quel est en réalité le contenu, en quoi consiste justement le projet d'asphaltage du Bénin? C'est vrai que cette question, normalement, doit être adressée aux responsables en charge de ce projet. Oui, vous êtes un journaliste chargé des questions environnementales. Tout à fait. J'essaierai quand même de donner quelques précisions. Qui veut impacter justement l'environnement du Bénin. Je suis d'accord avec vous. Voilà. En fait, je veux d'abord partir de l'explication. Quand on parle de asphaltage, asphalter, qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, ce que j'ai fouillé, j'ai trouvé, on m'a dit que c'est un terme général désignant des substances noirâtres, visqueuses ou solides appartenant au bitume et qui imprègnent certaines voies. D'autres, on extrait le pas chauffage, on extrait quand même cette matière, pas chauffage. Okay. Alors, quand on parle d'asphaltage, c'est de couvrir certaines voies de bitume, avec du bitume, voilà, ou de gravillon. Alors, dans notre pays, on a dit dans le PAG qu'on va asphalter environ 650 km de voies dans 9 villes. Je crois qu'on est actuellement, ils ont lancé, j'allais dire, la phase opérationnelle dans 9 villes concernées par ce projet. Quelles sont ces villes-là déjà? Je crois qu'il y a Cotonou, il y a Porto Novo, il y a Abomey-Calavi, il y a Semekodi, Abomey-Calavi, je l'ai déjà cité, oui. Bien sûr. Il y a Boïkon, Abomey, Lokossa et Natitengu. Voilà. C'est les 9 villes concernées par le projet. Ainsi que Parakou. Parakou aussi, voilà, je n'oublie pas, Parakou, c'est concerné par ce projet. Donc, voilà un peu ce qu'on veut faire. On veut couvrir certaines voies, certaines rues de nos cités, de ces villes que j'ai citées, de bitume. Ces voies vont... Donc, c'est tout ce qu'on appelle l'asphalte. On aurait également appris qu'il y aura des infrastructures qui vont être réalisées le long de ces rues qui vont être couvertes de bitume. En gros, c'est qu'on veut embellir carrément la ville. C'est vrai, quand on parle d'asphaltage, c'est ce que cela voudra dire d'abord. Oui. Mais dans le projet, ils ont ajouté d'autres actions à mener. C'est cela, il y a par exemple la construction là on peut jeter les déchets sur la voie, des poubelles. Les poubelles. Il y a aussi l'éclairage, les bancs publics qui vont réaliser dans certains endroits, des espaces verts. Oui. Tout ça est impliqué, sera à côté bien sûr de ce projet asphaltage pour donner
visage plus attrayant de ces villes. Un peu comme ce qui est déjà réalisé au niveau de Weikro et de Missebor. Tout à fait, exactement. D'accord. Alors, dites-moi, Moïse Dossoumo, toutes les 9 villes qui ont été citées, qui sont prises en compte par ce projet d'asphaltage, changeront de visage. C'est une grande toilette qu'on veut leur faire. Vous sortez désormais de chez vous, vous n'aurez plus à avoir la poussière jusqu'à vous rendre là où vous allez, n'est-ce pas? Un projet très ambitieux, mais qui va coûter 900 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir? Si le chef de l'État et son gouvernement le disent, c'est que j'estime qu'ils sont suffisamment responsables pour ne pas seulement faire rêver leurs compatriotes. Parce que si ce n'était que ça l'ambition, c'est de nous faire rêver sans passer au concret. Je crois qu'ils en ont pour leur compte. Mais je crois qu'ils sont déjà passés au concret en signant le cahier de charges. Ça, ce n'est pas encore du concret. Le concret, c'est que l'ouvrage soit réalisé. Enfin, mais que c'est une étape importante lorsqu'on signe le contrat avec les entreprises chargées de réaliser. C'est une étape importante. La conception, les études, le fait de dire on fait ci, le fait de mettre le site, tout ça, c'est encore du rêve. Tout ça a été déjà fait. Il y a même eu la remise de sites. Tout ça, c'est toujours du rêve. La réalité, c'est que les ouvrages soient réalisés. Ce n'est pas que je doute. Vous êtes Saint Thomas. Vous voulez voir avant de croire. La réalité, c'est que les ouvrages soient réalisés comme on nous l'a promis. On nous a dit qu'on fera ci, ils ont même délimité, fait sortir la liste des rues, ce sera ça. Attendons qu'ils commencent tout au moins réellement les travaux physiques et que ça aille jusqu'à un certain niveau pour qu'on commence par voir ce qu'ils mettent dans ce thème asphaltage. Parce que ça, c'est un thème technique. Les experts vous disent une chose, mais quand vous suivez les explications, c'est toute autre chose qu'ils sont en train de dire. Oui, donc, un peu comme William l'a expliqué, c'est vrai que c'est un thème technique, mais le gouvernement a ajouté certaines choses à ce projet pour lui donner plus d'ampleur, justement. Et c'est pourquoi l'embellissement de la ville a été pris en compte. Si, c'est louable. C'est une très belle ambition, c'est louable. Mais je me dis, on nous avait dit que ça allait commencer il y a au moins un an. Mais à cause de certaines difficultés, mobilisation des ressources, études et tout ça, ça a traîné. Maintenant, ils disent qu'ils sont prêts. Et que ça a été lancé. Maintenant, les 900 milliards sont mobilisés. Non, pas les 900 milliards. Ils ont mobilisé, je crois, 305 milliards pour l'instant, pour cette première phase pilote qui a été lancée. Donc, comme l'argent est déjà disponible, que les entrepreneurs sont déjà sélectionnés, que les sites sont remis, attendons maintenant que les ouvrages soient lancés physiquement, que les rues commencent par être aménagées, par subir des travaux, et qu'on voit à quoi ressemble réellement ce qui met dans ce thème asphaltage. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra apprécier vraiment ce qui a été dit, ce qui a été réalisé, s'il y a un cap ou pas, bien si ça a été conforme à ce qui a été annoncé. D'accord, très bien. Autrefois, on assistait pour le lancement des travaux du genre, on assistait à des cérémonies de pose de première pierre. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est plutôt à des cérémonies de coups de pioche qu'on assiste. Est-ce pour dire que plus rien ne sera comme avant et que l'asphaltage sera une réalité, William Tchoki? Pour moi, quand on parle de pose de première pierre, c'est vrai qu'on a assisté à ce genre de phénomène, mais cette fois-ci, j'ai vu, on a fait ces coups de pioche qu'on a vu. Comme il a dit Moïse, vraiment, moi aussi, je veux voir. C'est dit, on a dit d'attendre, il y en a des projets qui vont durer. C'est pas que vous, c'est tous les Béninois. 15 mois, ils ont parlé de 15 mois, de 22 mois, de 20 mois. Selon la densité des travaux du projet. On a vu, on a remis les sites aux entreprises chinoises. Bien sûr, je crois que j'ai assisté à une remise à Abomey-Calavi. On a parcouru même certaines rues. On a vu, ils ont dit même qu'ils vont démarrer le 6 août dernier. Bon, je ne suis pas reparti sur le terrain pour voir vraiment s'ils ont démarré les travaux. Je veux aussi voir vraiment où ils en seront, enfin, quand ils vont commencer. Est-ce que déjà les gens vont démarrer les travaux, comme ils l'ont dit, véritablement? Je me dis peut-être attendons quelques mois, on repart sur le terrain pour constater qu'ils ont vraiment démarré. Et il faut surtout qu'ils respectent le délai qu'ils ont donné aux populations. Oui, c'est justement ça que les populations vont surveiller, parce qu'ils veulent voir le beau, le concret, justement, pour pouvoir apprécier et féliciter des pieds et des mains, s'il le faut, le gouvernement. Mais parlant des difficultés, vous savez qu'en matière de route, toutes les villes du Bénin ne sont pas encore tracées, très bien tracées. Il y a des problèmes de lotissement par endroit. On a suivi quelques populations qui ont réagi. Il y a des endroits où des voies doivent passer, mais les problèmes de lotissement ne sont pas encore réglés. Est-ce que vous ne pensez pas que cela va freiner quelque part les travaux? Je ne pense pas. Quand on voit un peu l'engagement, la détermination de ceux qui nous dirigent actuellement, je ne suis pas sûr que ces problèmes, entre parenthèses mineurs, puissent les ébranler outre mesure. S'ils ont choisi ces voies en question, malgré tous ces problèmes, c'est qu'ils ont déjà la solution. Quand ils commencent quelque chose pour ce qu'on a pu faire,
c'est qu'ils vont jusqu'au bout. Donc j'espère que ce sera le cas cette fois-ci également et que ces petits problèmes de lotissement et autres ce ne seront pas une cause pour qu'on nous dise après que parce qu'il y a ci, il y a ça, on n'a pas pu achever les travaux. S'ils ont pris tout ce temps, s'ils ont accusé 1 an de retard, pardon, j'estime qu'ils ont pris toutes les dispositions maintenant pour qu'on ne dise pas après qu'il y a encore des blocages. Donc maintenant, dès que ça démarre, ça doit aller à son terme sans écueil. C'est ce que je retiens. Mais au-delà, ces genres de problèmes mineurs-là, je pense que ce n'est pas pour rien que les mairies, les communautés associées dès le départ. Ce n'est pas maintenant qu'on a vu les communes aux côtés du ministre du cadre de vie dans ce projet. Donc si les communautés associées très tôt, si des conventions cadres ont même été signées, je pense que c'est pour régler ces problèmes en amont, pour qu'après, en ce moment précis, en ce moment crucial, il faut lancer les travaux, qu'on ne revienne pas là-dessus. Donc j'ose croire que tout ça a été aplani avant qu'on en arrive à cette étape décisive. Ok, très bien. On a vu les 2 sites qui ont été aménagés pour servir, pour montrer aux Béninois à quoi ressembleront désormais les villes concernées. On a l'exemple de Guaïro et également de Missebo dont j'ai cité tout à l'heure. Au-delà de ça, quel impact ce projet va-t-il avoir sur le quotidien du Béninois? Je crois que souvent quand nous voyageons et que nous comparons certaines villes de l'Afrique d'abord à nos villes au Bénin, on s'est dit qu'est-ce que nous faisons depuis notre indépendance, depuis 60 ans. Ouais. Ça c'est vrai. Alors je me dis, si vraiment ce projet peut aller à terme, c'est notre souhait à tout le monde, à tout Béninois, ça changera le visage de nos villes. C'est qu'est sûr, nous Béninois, on veut aussi que les gens viennent vers nous, chez nous pour dire, ok, voilà, je suis venu à Cotonou, j'ai été à Semekoudi, j'ai été à Parakou, j'ai vu une belle ville, bien propre, où les gens ne jettent plus les déchets n'importe où. Ça va attirer, pour moi, la propriété va attirer les investisseurs. Ça, c'est sûr. Non seulement ça permettra aux populations aussi d'être à l'aise dans leur cadre de vie. Vous savez, quand on est dans un environnement propre, la santé est loin de nous. Enfin, je dis la santé, je veux dire la maladie. Oui. Les maladies sont loin de nous. Oui. Et par conséquent, on vit bien, on est bien portant pour apporter notre pierre à la construction de ce pays. Je crois que c'est très important. C'est très important, mais quelque part aussi, ces travaux qui seront certainement très bientôt lancés, vont créer de l'emploi également. C'est de la main-d'œuvre locale qui sera exploitée. Bien évidemment, mais tout ça c'est ponctuel, ce ne sont pas des emplois durables sur le long terme. C'est vrai que même mais pendant 15 mois, d'une manière ou d'une autre, ça va impacter les ménages les plus pauvres et tout ça, c'est une évidence, on ne va pas le nier. Et même les petits commerces aux abords des chantiers vont fleurir, c'est évident. Mais ce n'est pas ça ce que moi je vois tout de suite. Moi, je vois d'abord l'attractivité de nos villes. Je vois le fait que les gens puissent garder leurs engins, que ce soit moto, voiture, plus longtemps. Qu'ils ne vont plus fréquemment chez les mécaniciens pour dire j'ai ci, j'ai ça. Parce que quand vous avez de belles rues, quand les rues sont bien bitumées, bien pavées, vous allez moins chez le mécanicien, vous allez moins au garage pour réparer tel engin. Tout à fait. Donc, ces petits sous qui sont plus ou moins éparpillés vers ces secteurs d'Assizara seront orientés vers autre chose dans les ménages. Ce sont ces aspects pratiques que je vois. Et l'autre chose également, quand la ville est belle, quand vous avez une facilité de circuler, je pense que ça développe plus ou moins une certaine activité économique. L'activité économique devient beaucoup plus intéressante, plus florissante. Parce que quand vous circulez librement, vous développez de nouvelles pensées. Vous ne perdez plus trop de temps à choisir les voies par lesquelles vous passez. Des commerces, des entreprises se créent d'elles-mêmes spontanément parce que l'entrave que constituait la faible circulation, mais la difficulté de circulation est déjà levée. Donc ce serait vraiment un cap très important qu'on comble en accomplissant ce projet-là. Mais reste à ce que ce qui sera réalisé, c'est-à-dire que ce qu'on nous a promis, puisse durer dans le temps. Il ne faudrait pas que ce soit juste quelque chose qu'on fasse et que 2 ans, 3 ans après, il faut encore recommencer. Parce que ça, c'est très important. Si on mobilise autant de sous, 900 milliards, ce n'est pas rien. Ouais. Et qu'on consacre ça à ce projet, effectivement, comme on l'a dit, il faut qu'on ait des routes qui durent au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant qu'on dise maintenant, il faut refaire la couche, il faut faire ci. Parce que nos voies bitumées qu'on réalise à coût de milliards, vous voyez comment ça se passe. L'incivisme est dans, la mauvaise pose des matériaux est dans, après 2 ans, 3 ans. Il faut encore mais surtout l'incivisme, parce qu'il va falloir faire un travail sérieux à ce niveau. L'incivisme n'est même pas le problème important, c'est d'abord la qualité de l'ouvrage. Si l'ouvrage est de bonne qualité, c'est vrai que l'incivisme va agir sur ça, mais ce ne serait pas aussi flagrant comme on le constate. C'est parce qu'en amont, le travail a été mal effectué quelque part au plan technique, que très vite l'incivisme vient l'achever. Mais si le travail est bien réalisé au départ, je pense que l'incivisme, s'il est encadré, s'il est sanctionné très vite, on aura des ouvrages qui vont durer dans le temps. Et ça va profiter à tous. Aujourd'hui, si on réalise, c'est vrai que tout le monde rêve dans sa tête de voir son pays vraiment assez attractif, assez beau. Certaines villes, par exemple, qui continuent de
présenter, d'offrir l'image des temps coloniaux. Je ne veux pas commettre le péché de citer certaines villes. Mais qu'est-ce qui sera fait concrètement au niveau de certaines anciennes habitations qui pourraient, comment dit-on, atténuer ou bien ternir l'image justement de ces grands travaux qui auront été réalisés? Non mais Roch, si déjà devant votre maison, il y a une belle voie qui passe, vous êtes obligé d'aménager votre façade, vous n'avez pas le choix de le faire. C'est sûr que même l'État aussi, la mairie, j'allais dire pas l'État, la mairie va pouvoir vous aider, pourquoi pas, à badigeonner votre devanture. Les populations qui vont bénéficier de ces infrastructures savent aussi qu'elles ont aussi un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement à l'État de jouer ça. L'État jouera sa partition, mais nous qui sommes bénéficiaires de ces infrastructures, on a aussi une partition à jouer en gardant bien propre notre devanture, en balayant, comme Moïse l'a dit, mais surtout aussi en respectant le tonnage, parce que souvent, érige ces infrastructures. Vous avez vu nos voies qu'on a réalisées il y a 5 ans. Vous passez dessus aujourd'hui, il y a déjà des trous. Bien sûr. Parce qu'on ne respecte pas le tonnage de certains camions. Par exemple, un camion qui doit prendre peut-être 10 tonnes, on y met peut-être 20. Et rapidement, ça dégrade la voie. Si on peut être strict par rapport à cette circulation sur nos artères, je suis sûr que ces infrastructures vont durer dans le temps. Et il a mis un point donné sur un sujet qui est très important. Il faut qu'à la base déjà, lors de la réalisation de ces infrastructures, insiste sur la qualité des infrastructures. Si les gens peuvent respecter cela, l'entretien au niveau des communes, il faut aussi qu'on entretienne. Quand on a suivi par exemple le président lors de l'entretien qu'il a accordé aux confrères de la presse nationale. À cœur ouvert, il était à cœur ouvert avec ses concitoyens. Tout à fait. Il a dit par exemple que les frais qu'on va collectionner pour les ponts de péage serviront aussi à entretenir ces voies à l'intérieur de nos cités. Je veux vraiment qu'on le fasse pour qu'on puisse avoir quand même des voies qui puissent faire au moins 20 ans. Bon, enfin, au moins 20 ans. Je ne dis pas 50 ans nécessairement, mais là, on est sûr d'avoir des infrastructures qui vont durer dans le temps et ce serait intéressant pour nous. Merci à vous, William Tchoki. Et une petite dernière question pour vous. Vous savez, quand on lance des chantiers comme ça, c'est des tracasseries routières qui commencent. Le fait qu'on ait lancé le projet au même moment dans toutes les villes, est-ce que cela ne va pas rendre complexe et difficile la mobilité des citoyens, des usagers de la route? On doit bien subir ces désagréments-là. Il va falloir pour ceux qui habitaient Calavi il y a une dizaine d'années, mais pendant 3-4 ans, tout ce qu'ils ont subi comme désagréments, aujourd'hui, ils ont oublié. Donc, subissons et puis c'est pour le meilleur. D'accord, c'est pour le meilleur. C'est seulement la première phase qui est lancée, c'est 200 km. Je crois que ça n'aura pas trop d'impact sur la circulation des populations, selon moi. D'accord, merci. Merci à vous, Moïse Dossoumo. Merci également à vous, William Tchoki, d'apporter votre compréhension, vos analyses sur ce grand projet d'asphaltage qui va changer l'image du Bénin. Merci à vous. Et on enchaîne tout de suite avec le dossier de la semaine. Et voilà, mesdames et messieurs, sur dossier de la semaine dans Wikeko. Aujourd'hui, nous allons parler du Hajj 2018. Vous le savez, plus de 3000 pèlerins béninois se sont envolés pour la Mecque au-delà de la prière. Et quelles sont les implications économiques de ce voyage sur la terre sainte de l'islam? On en parle, mais avant, je vous invite à suivre l'ambiance qui a prévalu à quelques heures de l'embarquement de quelques pèlerins. Un peu plus de 3000 musulmans béninois sont attendus à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour le Hajj 2018. C'est le pèlerinage dans la première ville sainte de l'islam, un des 5 piliers de la religion que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. C'est le 5e pilier de l'islam qui a de moyens et la santé. Donc quand on est musulman, ce n'est pas payer le billet seulement et dire bon je m'en vais avec la poche à 0 francs, ce n'est pas possible. Il faut avoir les moyens de faire tout ce qu'il faut avant d'y aller. Les moyens sont définis comme étant la capacité physique de supporter le rituel du pèlerinage et les frais nécessaires pour le voyage. Le prix de cette année c'est 2 300 000 pour le Hajj, y compris billets d'avion, hébergement, les transports urbains là-bas et tout, sauf les frais de séjour, de nourriture, tout ça, là, ça, l'argent de poche encombre au pèlerin lui-même. Le Hajj a lieu tous les ans au début du mois lunaire musulman.
Les fidèles suivent un parcours qui s'étend de l'esplanade de la Grande Mosquée au sept minaret pour converger vers la Kaaba, construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire brodée au fil d'or de versets coraniques. C'est dans sa direction que tous les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Voilà, merci Marcel Akhossi pour ce reportage de constat à l'embarquement de quelques pèlerins. Et nous avons déjà sur ce plateau El Hadj Sidi Djabirou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général adjoint du CONACO, le Conseil national de coordination du Hadj au Bénin. Merci d'être là. Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai Marcel Akhossi qui était justement avec les pèlerins. Tout à fait. C'est vous qui nous avez réalisé ce reportage. Les pèlerins, ils étaient tout contents de partir à la Mecque, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y en a même des vieillards, vous n'imaginez pas. Des vieillards qui tenaient à peine debout. Sidi Djabirou, bonjour. Bonjour. Dites-nous, quel sens donnez-vous au Hajj? Effectivement, le Hajj, comme on l'a défini, c'est le 5e pilier de l'islam. Oui. 10 piliers de l'islam, ça veut dire une obligation. Dans la vie ici, tout musulman veut au moins accomplir une fois le pèlerinage dans sa vie, parce que cela fait partie de sa religion. Donc, dans la religion, nous avions 5 piliers. Le premier pilier, c'est de reconnaître que Allah est notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il est son envoyé, son guide, qui est là, un représentant pour la nation tout entière. Oui. Il y a le second pilier qui est d'accomplir la salat, qui est la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes que nous faisons. C'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est faire la zakat. La zakat, ça veut dire ici que... C'est au monopauvre? Oui, c'est au monopauvre. Donc, dans tes biens, il y a une qui est consacrée aux pauvres. C'est obligatoire pour ceux qui ont aussi les moyens. Ensuite, est-ce que c'est l'équivalent de la dîme chez les chrétiens, la zakat? Bon, ce n'est pas exactement ça, mais c'est une partie pour toute personne qui est musulmane, qui a les moyens, sur un pourcentage, tu dois laisser ça aux pauvres. Okay. C'est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. D'accord. Ensuite, ici, il y a le jeûne du mois de Ramadan, qui est aussi un pilier obligatoire. Le quatrième. Et le dernier, maintenant, c'est le Hajj, qu'on doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Mais voilà. Le reportage, dans le reportage tout à l'heure, nous avons bien entendu que c'est si tu as les moyens. Oui. Vous disiez tantôt que c'est une obligation. Oui. Mais le musulman qui n'a pas les moyens, comment il fait? On parle d'obligation pour ceux qui ont les moyens. Pour celui qui n'a pas les moyens... Avoir les moyens, ça veut dire quoi? Avoir les moyens, d'abord, c'est d'être musulman. Ça veut dire avoir la santé. Oui. Ensuite, être moralement apte. On ne peut pas demander... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ensuite, maintenant, avoir les moyens financiers. Oui. Donc, c'est ça, au fait, avoir les moyens, c'est tout ça là regroupé qu'on parle des moyens. D'accord. Mais le plus gros problème entre tout ce dont on parle là, tout ce qu'il y a à réunir, c'est le moyen financier. Bien sûr. Oui, c'est le moyen financier parce que sans argent, on ne peut pas aller à la Mecque. Comme on vient de le dire, ça fait 2 300 000 sans l'argent de poche. Et dans les 2 300 000, nous avons en quelque sorte le billet d'avion aller-retour, l'hébergement à la Mecque et à Médine, les transports interurbains, tout est inclus. Mais maintenant, quand tu as l'argent de la poche, pour les petits cadeaux que nous allons vouloir faire, cela ne fait pas partie. Donc voilà globalement ce que représentent les 2
300 000. 2 300 000 francs pour un pèlerin et pour 3 051 pèlerins, un calcul rapide donne plus de 7 milliards de francs CFA. C'est ce que va donc dépenser le Bénin, je vais dire la communauté islamique béninoise pour ce pèlerinage. Oui. Est-ce que vous ne me direz pas que cet événement est un vrai pactole pour l'économie saoudienne? Effectivement, vous savez, en matière de religion, on ne regarde pas ce qu'on dépense pour accomplir cette religion. Effectivement, ça donne ici de l'argent aux Saoudiens. Je ne le refuse pas. Parce que c'est un acte de foi. Quand on y va, on va avec toute la conviction. En fait, c'est ça la raison de tout musulman qui débousse 2 300 000 pour aller prier. Okay. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que le pèlerin gagne concrètement? On aurait appris que lorsque les pèlerins vont à la Mecque, il y en a qui vont faire quelques activités économiques, quelques affaires. Est-ce que c'est vrai? Au fait, les gens se font beaucoup d'idées sur le pèlerinage. Vous venez de le dire, un vieux de 80 ans, de 75 ans, il va vendre quoi là-bas pour venir? Il va pour sa religion. C'est pour la foi. Si vous parlez d'affaires, il y a des moments où les hommes d'affaires vont pour leurs affaires. Par exemple, tu peux prendre un visa visite, visa commerce. À tout moment, les gens vont pour les affaires. Mais pour le pèlerinage, je ne pense pas, comme les gens le disent, qu'il y a quelque chose à aller vendre pour se faire de l'argent. C'est surtout ceux qui vont, c'est pour la religion. Non, mais on entend également dire que là-bas, il y en a qui amènent de la cola, de la lame, etc. Quels sont justement ces produits qui sont là-bas et qui ne sont pas là-bas que les Africains, notamment les Béninois, on voit là-bas et vendent? Et vous savez toujours que l'on parle de la cola, mais c'est aujourd'hui interdit dans le plan international aux avionneurs d'en amener. Ah bon? Depuis quand? Depuis tout le temps, mais les gens en amenaient frauduleusement. Bon, mais c'est interdit. Si on le voit dans tes colis, on enlève automatiquement. Et c'est même dit, nous avions déjà prévenu tous les pèlerins que la cola est interdite, et toute forme de drogue est interdite. Et il y a beaucoup de choses prohibées qu'on ne doit même pas amener à la Mecque. Si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il faut amener pour s'enrichir, combien coûte une cola et combien de tonnes vous voulez amener pour vous enrichir? Il y a quand même des commerces, des soutanes et d'autres objets de piété islamique. Oui, et lorsque les gens vont pour le pèlerinage, après les prières, ils peuvent acheter des soutanes, des petits cadeaux, des chapelets pour amener. Ah oui, c'est important. Oui, c'est important. Mais ils ne peuvent pas prendre ces chapelets-là pour aller vendre là-bas, puisque les gens en ont là-bas beaucoup plus et beaucoup moins cher qu'ici. Je ne pense pas que quelqu'un puisse amener ça encore, aller vendre. Mais il peut en acheter, venir donner de petits cadeaux aux parents. Mais vous savez ce qui fait dire aux gens que ceux qui vont à la Mecque, il y a beaucoup qui vont pour le commerce, c'est que quand ils reviennent justement de la Mecque, on sent un changement radical dans leur mode de vie. Ils deviennent subitement riches, si bien qu'on se dit ils sont allés faire des affaires là-bas. C'est normal. Je peux dire que c'est la grâce divine, la grâce de Dieu. Parce que si on va à la Mecque, on prie pour que notre vie change. Effectivement, si les gens voient que leur vie change, ça veut dire que la prière a été exaucée. Donc, c'est au fait ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont allés acheter pour venir vendre qui les a. La plupart même, je peux dire à 80% de ceux qui vont sont sponsorisés. Ça veut dire que c'est les enfants qui les envoient, c'est les oncles, les parents qui sont à l'extérieur qui les envoient. À 80%. Sont sponsorisés. Mais le pilier de l'islam dit qu'il faut avoir la capacité financière et physique. Ceux-là qui sont sponsorisés, ils n'ont pas la capacité financière. Et il y en a, les vieux de 80 ans par exemple, n'ont pas la capacité physique. Il y en a qui ne reviennent même plus au bercail. Ils décèdent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les bousculades sur le terrain. Est-ce que vous pensez que là, ils sont en train de faire la volonté de l'islam, la volonté justement de ce 5e pilier? Et je vais vous surprendre peut-être. Ceux qui meurent là-bas n'est pas de vieilles personnes.
il y a des jeunes qui meurent aussi, comme à Cotonou aussi, tous les jours, les gens meurent. Donc, bon, c'est vrai, il y a des incidents qui arrivent parfois. Oui, ce n'est pas à cause de leur âge qu'ils meurent là-bas. Okay. Oui, ça veut dire ici que cette personne devait mourir dans la foi d'Allah. Donc, je ne vois pas pour dire mais que... Mais au-delà de ça, il y a des incidents qui arrivent. Le plus récent, c'est en 2015, ce qui s'est passé. La bousculade qui a eu lieu en 2015. Il y a des incidents donc, qui entraînent beaucoup de morts. D'accord. Est-ce que cette année, vous avez la garantie de la sécurité à la Terre Sainte islamique? Oui, bien sûr. Il y a toujours la garantie. Même l'année là, en 2015, c'était arrivé comme ça, accidentellement. J'étais là, moi aussi. Vous y étiez? J'y étais. Donc, c'est arrivé accidentellement. Est-ce que c'est chaque année qu'on a ça? Non, il y a des années. Je vais à la Mecque aujourd'hui, au moins il y a 20 ans. Donc, je pense que... Mais pourquoi il faut... C'est en principe une seule fois qu'il faut aller à la Mecque, non? Pourquoi vous y allez plusieurs fois? Comme vous le constatez, je suis un organisateur de pèlerinage à la Mecque. Vous en profitez alors? Non, je n'en profite pas, j'ai une organisation. Mais vous aussi, est-ce que vous payez les 2300? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est payé même en ligne. 2 300 000. C'est même payé la réservation. Tout se fait en ligne. Le nombre de pèlerins que vous avez, vous faites la réservation en ligne. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez à organiser ce Hajj? Je suis d'abord musulman. Il faut aider aux musulmans de bien accomplir leur pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. C'est très bien. Une question de curiosité que j'ai toujours posée. Roch, par exemple, n'est pas musulman. Il a envie d'aller au Hajj. Comment il fait? Roch n'est pas musulman, mais pour aller à la Mecque. Oui, pour aller à la Mecque, la première condition, c'est d'être musulman. Mais si Roch veut aller faire ses affaires, il fait ses affaires, mais il ne va pas à la Mecque. Il va pour ses affaires. Parce que les non-musulmans vont en Arabie Saoudite, mais pour d'autres affaires, mais pas pour la Mecque. D'accord. Pour être d'abord Hajj, il faut être musulman. Ok. Merci pour cette précision. Merci à vous, Sidi Diabiro. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du CONACO, le Conseil national de coordination du Hajj. Nous allons profiter pour souhaiter un très bon voyage à nos pèlerins qui sont allés à la Mecque. Ainsi prend fin cette émission Week Echo que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez le rendez-vous dimanche prochain à partir de 11 h. Sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.